C'est bien que Cavo nous suit parfaitement. Salutations. Donc, je commence avec la deuxième présentation sur la guide choléra et les principales différences. Donc voilà, comme vous savez, et si vous ne le savez pas, le savez maintenant, donc on a un nouvel guide choléra. On peut la trouver dans ces deux sites. Dans la bibliothèque médicale, on a les formats digital. Donc, on peut télécharger très bien toutes les différentes pages et chapitres. Et puis, si on a besoin de la télécharger complètement en format PDF, on peut le faire dans l'extranet, dans le Filkit. Donc, cette guide remplace les petits bouquins jaunes qu'on avait avant, comme guide choléra de 2004. Et donc, il est aussi en version papier. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, vous pouvez faire une commande. Donc, l'objectif de cette guide était vraiment d'être synthétique, courte, essentielle. Essayer de mettre aussi des leçons apprises dans les années précédentes pour essayer de confronter cette pratique historique qu'on a avec l'impact que cette pratique peut avoir. Et donc, c'est centré aussi sur les populations plus défavorisées et vulnérables. Les points clés qu'on va ici couvrir, s'agit premièrement le focus sur les circuits des patients, les mesures de prévention, contrôle de l'infection qu'il faut mettre en place, surtout sur l'hygiène à main, la partie de gestion des cadavres, dimensionnement des structures et finalement, on va soulever aussi les kits, la communauté, les activités de communauté et les kits de désinfection. Donc, en fait, on va passer directement à la diapo suivante qui nous montre ce qui est les dessins qu'on propose pour un CTC au niveau de la nouvelle guide. Donc, du coup, on a une entrée et une sortie. Dans l'entrée, dans ce dessin qui peut-être n'est pas trop clair, et dans la partie haute, vous pouvez voir ma souris, j'imagine. Donc, ça, c'est l'entrée, avec un garde et un lavage à main, un point de lavage à main juste à côté. Donc, on a deux zones à ce moment-là. Donc, on a toute la zone qu'on dirait sale et la zone qu'on dirait propre. Dans l'entrée, donc on met ensemble triage et observation. Néanmoins, ça peut être séparé, mais dans les dessins, et s'il n'y a pas assez de place, on dit que ça peut être ensemble à la partie d'observation, dans la partie de convalescence avant de sortir. Donc, vous voyez ici à droite, on a la sortie. On descend aussi les latrines qui sont à côté des tentes. Et on va en parler un tout petit peu de cette infrastructure ici en rouge, qui en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant des puits de vomissement ou des diarrhées. Une des différences aussi, c'est qu'on ne sépare pas les cas vis-à-vis s'ils sont dans la classe A, B, C, comme on faisait avant, mais on les divise dans les tentes vis-à-vis les traitements qui sont en train de suivre. Donc ça, ce serait les tentes là où les patients restent. Voyez aussi, il y a la buanderie qui reste à la zone sale. Et puis, on a dans la zone neutre ou la zone propre les réservoirs d'eau, les stockages de médicaments, pharmacie, et puis voilà. Okay. Donc, du coup, par exemple, c'est ça que je voulais dire, l'observation et la convalescence peut être dans la même zone,
si besoin. Mais ça peut être aussi séparé s'il y a les besoins. OK? Donc ça, c'est un des différences un peu plus grosses. Du coup, ici, vous avez cet dessin d'un centre de traitement choléra, comme vous voyez, pas très organisé, dans lequel on ne connaît pas c'est qui est les patients, c'est qui a la personne qui accompagne les patients. Donc, il n'y a pas de lits choléra, ils sont par terre, donc ce n'est pas vraiment un centre de traitement choléra MSF. Donc, il est essentiel que dans les points clés, surtout entrée, sortie, il y a toujours des gardes pour faire les contrôles des personnels. Et aussi, dans les points clés pour faire les contrôles de l'assainissement au niveau des entrées et sorties et changement des zones dans la zone propre et dans la zone sale. On continue dans ce qui est le contrôle de l'infection. Dans l'ancien guide, on parlait des pédiluves. Donc, les endroits là, on s'est nettoyé les pieds avec des solutions de chlore. Dans cette nouvelle guide, ces pédiluves sont déconseillés parce que le chlore qu'on met là-bas, en fait, ça reste inactivé très tôt, juste après que la solution là-dedans est sale. Et en plus, ça devient pas très facile de le gérer. Donc, on les déconseille. Mais ce qu'on conseille, c'est la pulvérisation des pieds avant de la sortie ou dans les transits entre la zone propre et sale. C'est même pas pour l'effectivité chimique, mais surtout pour cette barrière physique que le fait d'avoir une personne avec un pulvérisateur en train de nous nettoyer les pieds peut faire. Normalement, c'est bien d'essayer de mettre un petit endroit aussi protégé avec de plastic sheeting pour essayer de faciliter et pas salir tout autour. Le lavage à main est obligatoire et doit être obligatoire à l'entrée et la sortie par une garde. Donc, il doit avoir la présence des points de lavage à main et des désinfections, en fait, dans tous les endroits clés du CTC. Sortie à l'extérieur, comme on a dit, à l'entrée de toutes les tentes, ou la sortie, l'entrée-sortie de toutes les tentes, etc. On va parler plus de lavage des mains après, mais donc il doit y avoir aussi des points de lave des mains après la toilette, à côté de la latrine. Et on va voir que là-bas, il serait conseillé de mettre les savons. On continue avec l'IPC. Donc, toujours on continue avec les 60 litres par personne par jour minimum. Et quand on est dans un centre de traitement choléra ou l'une unité de traitement choléra. Si on est dans un point de réhydratation orale, là, ça diminue à 10 litres par patient. Pour la lessive, donc, la façon de le faire, c'est toujours les vêtements sales ou les draps sales doivent être lavés avec de l'eau et savon davantage, les rincer. Et une fois ils sont propres, il faut les désinfecter pendant 15 minutes avec une solution 0,05%. Et puis, après ces 15 minutes, il faut toujours les rincer avec de l'eau propre pour essayer d'éviter que tous les vêtements s'abîment très très tôt. Donc, un peu la même logique applique pour les sols et pour un peu toutes les choses. Il faut toujours nettoyer davantage. Dès qu'une chose est propre, il faut nettoyer avec les savons. C'est ces moments-là qu'on peut la désinfecter. Donc, l'un des sols, il faut les nettoyer 2 fois par jour, mais il faut première les laver avec de l'eau et savon et puis après, être désinfecté avec une solution, dans ce cas-là, de 0,2%. Et puis, les laisser sécher. Les équipements de protection, c'est toujours la même chose, donc il faut les porter.
Et donc, ce qui est un peu différent, c'est cette fosse à vomi, donc les trous à vomi que j'avais mentionnés avant et à excréta. Donc, en fait, je vais vous montrer un dessin qui est aussi dans le nouveau guide. Et vraiment, c'est un endroit pour faciliter les vidanges de toute cette vomissement et excréta pour les hygiénistes. Donc, comme ça, il ne doit pas aller dans les latrines des patients pour le faire. Donc, il y a un dessin de comment les dessiner et comment les construire au niveau de la guide. Puis, on continue avec l'hygiène des mains. Et ça, donc, normalement, on encourage d'avoir de l'eau chlorée à un niveau de 0,05% pour se laver les mains. Et puis, avec cette solution, on va tuer les vibrilles, mais seulement si les mains sont propres. Donc, cette option, c'est l'option préférée si les mains des personnes qui vont se nettoyer sont propres. Mais il faut utiliser de l'eau et savon pour se débarrasser. Bon, si on utilise de l'eau et savon, on se débarrasse du vibrio, mais on ne le tue pas. Mais on va enlever les saletés des mains. Donc, cette option est préférée si les mains sont sales. Donc, et ça peut être, on peut les désinfecter après pour être sûr que donc les vibrilles, s'ils resteraient, seraient tués. Les solutions hydroalcooliques qui sont utilisées en préférence par les staffs médicaux, ils tuent les vibrilles, mais on conseille qu'après 5 ou 6 usages, il faut se laver les mains avec de l'eau et savon pour se débarrasser de la couche de graisse qui se forme sur les mains. Ce produit, ce n'est pas un détergent. Donc, en fait, les mains aussi doivent être propres davantage. Autrement, cette solution hydroalcoolique, il ne va pas tuer les vibrilles. Donc, ce qu'on conseille, c'est on va mettre des solutions de chlore dans tous les bâtiments, entrées, sorties, mais à côté des latrines, il faut mettre toujours de l'eau et du savon. Et comme on connaît, on ne mélange pas le chlore avec le savon. La solution chlorée ne doit pas être mélangée avec le savon. Et donc, dans les points de lavage des mains, bon, il faut voir avec quoi on va se sécher les mains. Donc, il ne faut pas utiliser des torchons que va tout le monde utiliser les mêmes. Donc, il faut utiliser des tissus qui sont bien jetables ou qu'on peut laver à chaque fois qu'on les utilise. Donc, dans les bouquins, dans les guides, il y a aussi tous les moments qu'il faut se nettoyer les mains pour les patients et les personnels. Je ne veux pas répéter cela, mais ça va être dans la présentation. Donc, on passe dans les points de gestion des cadavres. Donc, notamment, il y a aussi des différences. Donc, dans ces moments-là, on n'utilise plus la pulvérisation sur les corps des cadavres. Donc, ça, c'est interdit. Ce qu'on fait, c'est d'utiliser une éponge imbibée avec une solution de 2% pour nettoyer les corps. Si on est capable d'enterrer les corps avant 24 heures, on ne ferme même pas les orifices du cadavre. Mais si la personne va rester sans être enterrée dans les 24 heures, il faut le faire. En tout cas, quelques opérations faites sur les cadavres doivent être faites par les personnels de santé ou des personnels spécifiquement formés pour cela. Et c'est important de savoir que cette procédure doit être approuvée par la communauté et culturellement acceptable. Okay? Autrement, il faut voir à comment le faire accepter par la communauté. Et s'il faut bien savoir que si un de nos personnels attrape le choléra, ça veut dire que les mesures de contrôle de l'infection dans cet endroit ne sont pas bien mises en place.
Ces photos montrent des centres de traitement choléra qu'un collègue à vous a trouvé en Éthiopie après des interventions choléra des MSF. Quelques-unes étaient des interventions, donc nous on appuyait les gouvernements, des autres c'était complètement à nous. Donc c'était des centres qu'on n'a pas tout à fait, bon, on a pris le temps pour les fermer, on dirait comme ça. Donc ça, c'est pas complètement contemplé dans les guides, mais c'est extrêmement important que si on appuie pour l'ouverture d'un centre de traitement choléra, on appuie aussi pour la fermeture d'un centre de traitement choléra. C'est à nous d'être sûr qu'on ne met pas dans l'environnement des matériels qui pourraient causer des problèmes au-delà. OK? Donc ici, une photo pour une détente choléra, c'est pas mal, avec les lits choléra. Et on passe dans la partie dimensionnement des structures. Une différence clé aussi dans la nouvelle guide, c'est qu'on assume que seulement que 50% des patients qui vont arriver dans les centres choléra, ils n'auront pas besoin d'un lit, mais le choléra, il n'est pas tellement grave qu'ils peuvent être assis. Cela fait que la taille des centres de traitement choléra va être plus petite. En tout cas, il faut garder en tête qu'il vaut mieux de ne pas dépasser un centre de traitement avec 200 patients ou une unité de traitement choléra avec 30 lits. Donc, pour les chaises et pour les lits, donc on compte différentes surfaces qu'on a besoin et cela est important pour savoir combien de lits, combien de chaises on pourrait mettre à l'intérieur des tentes. Voici des exemples des chaises et des exemples des lits. Les chaises ne sont pas très bons exemples parce que notamment ce serait mieux que ce soit un trou ronde. Mais en tout cas, ici vous avez le lit qui serait dans les catalogues. Vis-à-vis la quantité d'éclairs et les solutions d'éclairs, il n'y a pas tellement de différences, mais tout est bien spécifié, donc je vais continuer pour aller un peu plus vite. Et vis-à-vis la réponse au sein de la communauté, ce qui est très important, c'est que dans la nouvelle guide, il parle donc de déconseiller la pulvérisation des maisons avec du chlore, parce qu'on voit que l'impact est vraiment réduit jusqu'au moment qu'on le fait. Mais en plus, ça stigmatise la famille. Et puis, il n'y a pas de continuité. Donc, on remplace cette pulvérisation des maisons par cette distribution des kits de désinfection. Donc, il est très important de, sous aucune circonstance, on ne va pas pulvériser les personnes elles-mêmes. Ce ne serait pas la première fois que je suis devant l'entrée centre de traitement choléra. Et les pulvérisateurs pulvérisent la personne qui rentre des têtes à pieds, même l'enfant qui est sur les bras de la maman qui rentre. Donc, s'il vous plaît, il faut juste se tenir aux pieds. Cette guide met beaucoup de pression sur la promotion à l'hygiène. Et même si il parle un peu des kits domestiques, des kits d'hygiène au niveau domiciliaire, donc, c'est très important qu'on garde en tête toute cette interaction et travail ensemble avec les promos santé. Comme je disais avant, les kits peuvent être composés de différents éléments, mais c'est essentiel qu'il y ait des éléments pour traiter l'eau, des éléments pour se nettoyer bien les mains, et pouvoir avoir un milieu assaini au centre de la maison. Je ne vais pas répéter cela, on vient de le faire, et je pense que c'est clair, autrement vous pouvez avoir des questions. Juste des autres petits changements. La chloration des puits, ce n'est pas du tout recommandé, il ne faut pas le faire. Les traitements de l'eau domiciliaire, c'est impératif si on distribue des produits pour faire le traitement domiciliaire.
qui vulgarise bien comment le faire et notamment les matériels qui est besoin pour le faire. Autrement, les personnes ne vont pas le faire. Sur les lavages à main, normalement, les personnes, ils connaissent comment il faut se laver les mains et les savons. Il faut retenir que les lavages des mains avec des savons restent l'activité la plus efficace contre les diarrhées, mais que les personnes, même s'ils connaissent ses bénéfices, ils ne le font pas toujours. Donc, il faut être très innovante pour pousser les personnes à le faire. Et du coup, on n'encourage pas cette pulvérisation, comme je viens de dire, mais la distribution des kits. Donc voilà, ici la présentation des changements sur la nouvelle guide. Je vous encourage maintenant à poser des questions. Je vais essayer de lire les questions qui sont déjà sur les panneaux à côté. Je pense qu'il y en a 2. Essayez de les répondre. Vous avez dit que la distribution des kits de désinfection ne dépend pas du contexte. Je voudrais savoir si les kits de désinfection sont universels. Ne faut-il pas tenir en compte les pratiques, en compte des pratiques culturelles? Bon, il y a 2 points ici, parce que ce qui est universel, c'est le fait de distribuer des kits de désinfection. Les contenus des kits de désinfection, il faut les contextualiser. Donc, le fait qu'on distribue des kits, c'est universel. Le contenu des kits, il faut l'adapter. Je ne vais pas distribuer de l'eau de Javel dans un endroit que personne ne connaît l'eau de Javel. Donc, je vais essayer de distribuer peut-être de l'eau Lomo ou une autre chose. OK? Donc, je pense que peut-être ça répond à la question. La deuxième, ne faudrait-il pas aussi installer à l'entrée du CTC de l'eau et du savon pour ceux qui viendront ayant les mains sales? Tout à fait. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Mais ce qui est essentiel, que tout le monde connaisse cette différence. Donc, qu'on a de l'eau et des savons pour les mains sales, et puis l'eau avec du chlore pour désinfecter après. Donc, ce qu'on avait convenu avec Paul, c'est de dire, OK, à côté de la latrine, parce que normalement, on a besoin de l'eau claire pour aller à la toilette aussi. Donc, on va mettre l'eau et savon. Et en tout cas, quelqu'un qui va sortir de la toilette et va rentrer dans une tente doit se désinfecter les mains avant de rentrer dans la tente. Donc, du coup, l'eau de savon et l'eau chlorée sont un peu séparées. Mais si vous arrivez à bien former les équipes, il n'y a pas un problème. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser des savons avec une solution chlorée 0,05. Parce qu'on est en train d'utiliser les chlores pour tuer et puis oxyder les savons. Donc, on n'est pas en train de bien travailler. Donc, ici, il y a une autre question. Pourquoi la chloration des puits n'est-elle pas recommandée à cause de sa répercussion, beaucoup de travail pour peu d'impact? Bon, en fait, ça, c'est un très bon point. Merci pour la question. Bon, merci pour toutes les questions, en fait. Donc, ce qui est déconseillé, c'est les traitements au niveau des puits. Donc, je veux dire, le fait, des fois, on faisait, ça fait très longtemps, on mettait des chlores dans les puits et on pensait tout le monde qui va prendre de l'eau, ils prennent de l'eau chlorée. Ça, c'est pas vrai. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire des désinfections des points d'eau. Donc, on peut nettoyer les puits et faire une désinfection des puits. Mais si on veut chlorer les puits, ce qu'il faut faire, c'est de faire une chloration, ce qu'on appelle bucket chlorination, ou chloration manuelle. À chaque personne qui arrive et prend de l'eau du puits, on la chlore. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas sûr si l'eau, après 10 personnes qui ont puisé de l'eau, il reste du chlore ou pas. Et en plus, ça donne une perception qui n'est pas vrai vis-à-vis de la communauté qui pense que l'eau est déjà bonne au niveau du puits, mais par contre, elle n'est pas. OK? Donc, j'espère que ça répond aussi à la question. La suivante. En communauté, la désinfection des mains avec les cendres peut-il avoir un impact positif dans les luttes contre le choléra dans les zones endémiques? Oui, bien sûr. En plus, les cendres, c'est un des composants qu'éventuellement, tu pourrais faire même de l'eau de Javel. Donc, du coup, je suis pas exactement sûre
s'il va tuer les vibrios, on va se débarrasser du vibrio seulement, mais du coup, il va se débarrasser des vibrios. Et peut-être même, il va un peu tuer les vibrios. Ça, je ne sais pas, mais ça peut s'utiliser, bien sûr. Mais si c'est nous qui en interviennent, ce serait bien que par un moment, on fait une distribution de savon. Il ne serait pas bien de faire une pulvérisation des maisons avant de la distribution des kits, sachant que peut-être la maison serait déjà infectée. Bon, ce qui se passe, il y a deux choses. Des fois, les gouvernements déjà a la méthodologie de faire des pulvérisations et nous, on ne peut pas venir échanger cela. Donc, c'est vrai que si le gouvernement l'a fait, nous, on peut conseiller que c'est meilleur de faire des distributions de kits. Mais c'est vrai aussi que si on fait une pulvérisation suivie de kits, donc du coup, on est en train de soutenir cette désinfection avec le temps. Les problèmes de la fumigation, c'est l'estigmatisation aussi, qu'on fait du ménage on est en train de pulvériser. Donc, à ce cas-là, moi, je dirais, si on peut être très rapide avec les kits, c'est meilleur de faire cela et d'envoyer les équipes pour qu'on soit sûr qu'on a bien désinfecté la maison. Mais si on ne peut pas être rapide, et donc avec la pulvérisation, on est plus rapide et après ça continue les kits, donc ça pourrait être une option dans les cas qu'on ne voit pas qu'il y a une estigmation des familles. Je ne sais pas, dans ces points-là, je peux ouvrir aussi et demander à Paul voir son avis parce que je ne pense pas qu'il puisse suivre. Donc, Paul, are you there? See, I'm here. They were asking the fact of like mixing both, you know, like doing some spraying, fumigation spraying in the households, followed by the distribution of the kits. What I answered is that, in fact, we want to have the kit distribution as fast as possible. So the thing is that we don't want to be waiting in order to start using and being clean an environment in the households. However, a lot of times the government might be using the fumigation and we might not be able to change it. So if we are not really fast in order to provide the kits, so then an initial fumigation, if it should be followed by the kit, might not be a bad idea if there's like a non-stigmatization of the families by doing so. No, it's very true. We cannot change the Ministry of Health's methods of doing things. We can advise, but I'm losing you. Paul, I'm losing you. Paul, can you hear me? Paul, I'm not sure if you can hear us. Bon, en tout cas, je continue voir dès que Paul revienne avec une autre question que j'avais lue ici. Vas-y. Attendez. Donc, comment calculer le nombre de lits nécessaires dans les CTC? Est-ce que dans les guides, cela n'est pas été clair pour moi? Il me semble que cela dépend de l'expérience de chacun. Il n'y a pas de règles générales. Non, il y a des règles générales et dans les guides est assez clair pour le calculer. Donc, on a aussi des documents pour faciliter ce calcul, des tableaux Excel pour le faire. Donc, c'est important donc que tu rentres en contact avec nous et comme ça, on peut le voir plus en détail. Mais ça, normalement, c'est bien expliqué dans le guide. Donc, n'hésitez pas, Kinshasa, de venir vers nous pour le voir en plus détail. L'autre question des marques, dans une zone où le sol est très perméable, la fosse d'abonissement ou les zones noires doivent-elles être maçonnées? Si oui, comment se fera le vidange? Où on devrait-on déverser les eaux grises? Bon, c'est pas tout à fait que les sols soient perméables. C'est essayer de voir c'est à quelle profondeur on a les eaux souterraines et c'est aussi de savoir aux alentours c'est qui est bon si ces eaux souterraines
sont en train d'être utilisés aussi. Autrement, donc ce qu'on fait dans des endroits qu'on ne peut pas verser les déchets, comment on appelle, tiens, les eaux grises dans des puits. Donc, on fait des conteneurs rigides et puis on le traite. Et on a déjà de bonnes expériences en Haïti et en Éthiopie de comment le faire. Donc, c'est là, si vous avez les cas, on peut mettre le système en place avec des conteneurs en plastique, des bidons en plastique pour le faire et avec des différents traitements avec de la chaux. OK, ici. It's good not to change. Oui. Donc, c'est la chose que Paul avait commencé à dire sur l'autre question. Donc, c'est des fois difficile de changer les façons de travailler les moèches. Donc, dans ces cas-là, bon, on accepte la fumigation, mais on continue tout de suite avec la distribution des kits de désinfection pour faire cette désinfection ponctuelle et on continue avec les kits. And also then we can show them that it's the better to change their way because the spraying isn't the most effective way. Oui, et donc comme ça, on peut aussi montrer au gouvernement comment cette autre méthode est mieux. Donc on peut utiliser les façons de travailler ensemble avec la distribution des kits après la fumigation pour montrer que ça a plus d'impact. Et en fait, on est en train de faire des études pour vraiment publier des articles et montrer cet impact.